Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de C'est dans mes gènes, le podcast de l'Institut Imagine. L'Institut Imagine, c'est près de 1000 personnes qui travaillent à mieux comprendre et soigner les maladies génétiques rares qui concernent une personne sur 20 à travers le monde. Cette série d'épisodes s'organise autour de 3 grandes thématiques. Les actus, qui mettent en lumière l'actualité et les évolutions au sein de l'Institut Imagine. Les pourquoi-comment, pour expliquer clairement les projets de l'Institut et comment son travail aide à soigner les maladies génétiques. Et la voix des patients qui donne la parole aux patients et à leurs familles pour mettre en lumière leur rôle indispensable dans la recherche. Aujourd'hui, dans la série des pourquoi-comment, nous allons évoquer un sujet crucial pour les patients, le chemin de la découverte au traitement au sein de l'Institut Imagine. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie du docteur Laurence Leger-Mallet et d'Hélène Chouattard. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous indiquer votre rôle au sein de l'Institut Imagine ? Oui, alors je suis directrice de recherche à l'INSERM, donc je suis une scientifique. Et depuis de nombreuses années, je dirige une équipe de recherche au sein de l'Institut Imagine qui s'intéresse à la physiopathologie des ostéochondrodysplasies et étudie les approches thérapeutiques possibles pour ces pathologies. Alors, ostéochondrodysplasie, ça veut dire quoi? C'est un groupe de troubles génétiques affectant le développement des os et du cartilage. Merci Madame Leger. Madame Chouattard ? Oui, bonjour. Moi, je suis Hélène Chouattard, je suis directrice innovation et valorisation à l'Institut Imagine. Alors moi, j'ai un profil scientifique à la base, parce que j'ai obtenu un doctorat dans un laboratoire très académique en recherche fondamentale, mais j'ai ensuite passé la plus grande partie de ma carrière dans l'industrie, dans des startups et dans des pharma, avant de rejoindre l'Institut en 2022 et de me mettre au service de la cause de l'Institut, c'est-à-dire la recherche et le soin sur les maladies génétiques. Parfait. Alors, Madame Chouattard, on va débuter cet entretien ensemble. Pour quelles raisons créer des partenariats au sein de l'Institut Imagine ? Alors, les partenariats, notamment les partenariats avec l'industrie, en fait, ils sont essentiels pour l'ambition de l'Institut qui est de développer des solutions thérapeutiques et de les amener jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire de les mettre à disposition des patients. Alors, imagine, on a déjà une chance inouïe, c'est d'avoir dans un même lieu, dans ce même bâtiment, les meilleurs chercheurs et les meilleurs cliniciens qui travaillent tous autour de la thématique des maladies génétiques. Pour autant, ni les uns ni les autres ne savent développer et encore moins fabriquer des médicaments. C'est pas leur métier. Leur métier, c'est de faire de la recherche, c'est de faire du soin. Par contre, c'est le métier de la biotech ou de l'industrie pharmaceutique. En plus, ces développements, ils sont extrêmement coûteux et un institut public comme Imagine n'est pas à même de les porter seul. C'est pour toutes ces raisons que nous devons nouer des partenariats à la fois équilibrés et fructueux avec les différents acteurs du monde privé. Et c'est très clair. Et quels sont les grands types d'approches au sein de l'Institut Imagine qui permettent d'accompagner le développement d'un médicament ? Alors effectivement, il y a plusieurs façons de travailler avec l'industrie dans ce but de développer in fine des médicaments. Alors imagine, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on peut établir des collaborations de recherche bilatérales avec des industriels pour co-développer avec eux des projets et les amener ensemble, chacun avec nos expertises, vers les stades cliniques. C'est d'ailleurs pour cette activité de recherche partenariale active, avec des standards de qualité élevés, qu'Imagine a obtenu en 2020 le label Carnot. Et par exemple, pour donner quelques chiffres, depuis la création d'Imagine, c'est plusieurs centaines de contrats, à la fois précliniques et cliniques, qui ont été signés avec des partenaires industriels. Donc ça, c'est la première façon de travailler avec nos partenaires. Ensuite, on peut travailler avec ces mêmes partenaires, mais au travers de consortiums publics-privés qui sont financés soit par des dispositifs nationaux, comme l'Agence nationale pour la recherche, ou BPI France, par exemple, ou par des dispositifs de la Commission européenne. Imagine est notamment très impliqué dans un grand nombre de projets de type RHU, projets de recherche hospitalo-universitaires qui sont très, très compétitifs et qui ont ce qu'on appelle une vocation translationnelle, c'est-à-dire pour aller de la préclinique à la clinique. Et ces projets impliquent impliquent toujours un, voire parfois plusieurs partenaires industriels. Et enfin, la troisième façon de s'interfacer avec l'industrie, c'est la création de start-up. L'Institut est fortement impliqué donc, dans cette volonté de création de start-up. Alors bien entendu, on
On crée pas des startups juste pour créer des startups parce que c'est à la mode ou parce que ça fait bien. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de créer ces structures pour donner la chance aux projets issus de nos laboratoires d'aller le plus loin possible vers les essais cliniques. Parce que ces startups, l'idée, c'est qu'elles lèvent des fonds après, auprès d'investisseurs spécialisés, pour développer après les projets. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, ça coûte très cher de développer des médicaments. Donc, il faut avoir les moyens financiers de pouvoir le faire. Et pour donner ces meilleures chances à ces projets de start-up, l'Institut a mis en place des financements, qu'on appelle des financements de maturation, qui permettent de dérisquer les projets, de les faire monter en maturité pour qu'ils aient de meilleures chances de convaincre ces investisseurs à la fin de cette période de maturation. Merci Madame Chotard. Alors on va aborder un bel exemple de ce type d'approche avec vous, docteur Le Gémalet. Vous avez découvert en 1994 le gène responsable de l'achondroplasie et puis un peu plus tard, vous avez également identifié avec votre équipe de l'Institut Imagine une molécule, candidat médicament pour cette maladie rare. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces découvertes? Oui, bien sûr. Alors, donc, je vais essayer de vous résumer en 30 années de recherche en quelques minutes. Bon, alors, le point de départ, c'est un grand nombre de familles qui avaient ici à Necker avec des parents et des enfants atteints d'achondroplasie. Alors, l'achondroplasie, c'est la forme la plus courante de nanisme. Cette pathologie se manifeste par une petite taille, des membres disproportionnés, une macrocéphalie et autres caractéristiques comme par exemple la scoliose. Alors, dans les années 90, nous avions constitué une banque d'ADN des patients atteints d'achondroplasie. Et grâce aux microsatellites, outils qui étaient très précieux en génétique des années 90, nous avons pu localiser et identifier le gène responsable de l'achondroplasie. Alors, ce gène s'appelle FGFR3. Il code pour le récepteur 3 du facteur de croissance des fibroblastes. Et la mutation que nous avons identifiée dans ce gène FGFR3 est de type ce qu'on appelle gain de fonction, ce qui signifie qu'elle augmente l'activité du récepteur et cela entraîne une régulation anormale de la croissance osseuse. Donc, avant d'envisager des approches thérapeutiques, le préalable indispensable était de comprendre comment le gène fonctionne. Alors, pour répondre à cette question, il a fallu établir des modèles cellulaires et animaux pertinents. Donc, cela a pris de nombreuses années pour mettre en place ces modèles, nous permettant ainsi d'analyser au niveau cellulaire des tissus osseux et cartilagineux le rôle de ce récepteur FGFR3. Donc, nous savons aujourd'hui, FGFR3 est normalement impliqué dans la régulation de la prolifération et de la différenciation des chondrocytes. Alors, les chondrocytes, ce sont les cellules responsables de la formation du cartilage. Ce récepteur contrôle aussi les ostéoblastes, qui sont les cellules de l'os. Lorsque ce récepteur est hyperactif, ici dû à la mutation, il inhibe la croissance des chondrocytes, ce qui limite la formation du cartilage et par conséquent la croissance des os longs. Donc en résumé, FGFR3 est un régulateur clé de la croissance osseuse et son activité doit être finement contrôlée pour permettre un développement squelettique normal. Alors finement contrôler l'activité du récepteur est la piste thérapeutique que nous avons envisagée. Et nous avons émis l'hypothèse qu'utiliser un inhibiteur de ces récepteurs pouvait être une bonne piste thérapeutique. Donc, nous avons testé différents inhibiteurs capables de diminuer la trop grande activité de FGFR3 en utilisant ce qu'on appelle des tests in cellulo, ex vivo, in vivo. Et parmi tous ces inhibiteurs, nous avons identifié l'infigratinib. Cet inhibiteur diminuait l'activité du récepteur et corrigeait le déficit de croissance dans nos modèles animaux. Donc, nous avons déposé un brevet pour cette invention. Et aujourd'hui, des essais cliniques sont menés par la compagnie pharmaceutique BridgeBio QD Therapeutics. Et les essais cliniques ont été menés pour évaluer l'efficacité de l'infigratinib chez les patients atteints d'achondroplasie. Alors, les premiers résultats ont montré que ce traitement favorisait la croissance osseuse et améliorait certains aspects de cette pathologie. Donc, ces résultats sont tout à fait prometteurs et représentent une avancée très significative et un traitement ciblé pour cette maladie. Alors, vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque vous avez également entrepris un projet ambitieux avec la création d'une start-up pour traiter ces maladies génétiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure ? Oui, la création d'une start-up est souvent considérée comme une véritable aventure, vous avez raison. Cela implique effectivement de nombreux défis, des moments d'incertitude, mais aussi des opportunités passionnantes.
Donc cette start-up que l'on a appelée Épicure, donc a vu le jour, il y a une année. Nous développons des thérapies à partir de molécules isolées de produits naturels. Bon, en effet, donc nos travaux de recherche nous avaient conduits à étudier différentes molécules extraites de produits naturels. Et parmi ces molécules, nous avions identifié l'épicatéchine comme une molécule très active dans différents types cellulaires. Donc aujourd'hui, notre objectif est de développer une phase clinique avec l'épicatéchine chez des patients avec des problèmes de croissance. Et dans le futur, bien évidemment, notre perspective serait la mise sur le marché de cette molécule. Et au-delà de la chondroplasie et des maladies de la croissance osseuse, quels sont les autres projets qui s'inscrivent dans ce même cadre, docteur Legeai-Mallet? Alors, la famille des FGFR, dont je parle depuis 2 minutes, là, est impliquée dans le contrôle de plusieurs pathologies. Donc, ces gènes jouent un rôle crucial dans divers processus biologiques, notamment la croissance, le développement, la réparation des tissus, le vieillissement et le cancer. Donc, le rôle de ces FGFR dans la signalisation cellulaire représente des cibles importantes pour le développement de nouveaux traitements pour, en effet, d'autres pathologies. Et ce sont donc nos objectifs de demain. Une très belle aventure. Alors pour conclure notre entretien, Madame Chotard, au sein de l'Institut Imagine, quels sont les projets de partenariat, de la découverte au traitement, pour reprendre le titre de notre épisode, que vous pouvez partager avec nos auditeurs? Effectivement, l'exemple des travaux que vient de décrire Laurence Legeai-Mallet sur la chondroplasie sont absolument emblématiques de la mission de l'Institut avec des résultats remarquables. Mais il y a d'autres chercheurs aussi qui développent des stratégies très innovantes, dont certaines sont en partenariat avec l'industrie. Si vous voulez quelques exemples, on peut citer les travaux du docteur Jean-Michel Rosé, par exemple, qui est spécialiste des maladies génétiques rares de l'œil et qui a identifié une solution thérapeutique appelée oligo-antisense pour traiter une pathologie rare et très grave qui s'appelle l'amaureuse congénitale de Leber. Et ces travaux ont été en partenariat avec une société localisée aux Pays-Bas qui a amené le produit en clinique et qui a ensuite elle-même fait un partenariat avec la société française Théa. On peut citer aussi les travaux du professeur Olivier Hermine qui ont permis le développement d'une molécule appelée luspatercept dans une pathologie rare du globule rouge appelée bêta-thalassémie. Et cette molécule est aujourd'hui commercialisée par la société pharmaceutique BMS. Enfin, si on devait citer un troisième exemple, on peut parler des travaux des professeurs Sylvain Latour et Alain Fischer qui ont permis, alors à partir de recherches très fondamentales sur des déficits immunitaires ultra rares, ont permis de mener au développement d'une molécule qui a un effet sur des lymphomes, c'est-à-dire des cancers du sang. Et cette molécule, elle est aujourd'hui en phase clinique et ces essais cliniques sont sponsorisés par une start-up qui est issue d'Imagine qui s'appelle Step Pharma. Au total, notre département, donc le département Innovation et Valorisation, suit un portefeuille d'une centaine de projets à divers degrés de maturité, mais dont une vingtaine aujourd'hui sont au stade clinique et donc testés déjà chez les patients. Un grand merci, Dr Legeai-Mallet et Madame Chotard, de nous avoir éclairés sur ce chemin qui mène de la découverte au traitement au sein de l'Institut Imagine et d'avoir illustré ces belles réussites de l'Institut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de C'est dans mes gènes. Si vous avez apprécié cet échange, pensez à partager ce podcast autour de vous pour sensibiliser le plus grand nombre aux maladies génétiques rares et aux actions de l'Institut Imagine. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de C'est dans mes gènes, le podcast de l'Institut Imagine, produit par l'agence Pyramidal Communication.